Bonjour chers abonnés, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la leçon de physique. Il portera sur le mouvement dans un champ G et le mouvement du centre d'inertie. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai combiné les deux leçons. Ça vous va? J'ai combiné les deux leçons. Parce que lorsqu'on fait des exercices, chaque fois on met les deux ensemble. Voilà, on aura un schéma où une partie, on va utiliser le centre d'inertie et une autre partie où on va utiliser quoi? Le mouvement dans un champ G. Raison pour laquelle j'ai trouvé préférable de mettre les deux ensemble. C'est bon? Donc, sur ce, avant de passer, qu'est-ce qu'on doit connaître d'abord? Il y a des définitions à connaître par cœur. N'est-ce pas? Y compris les deux leçons, les définitions que vous devez connaître par cœur. Quelles sont les définitions? Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour cela? En grand 1, j'ai mis définition. Petit 1, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? On doit impérativement connaître la définition d'un référentiel galiléen. Donc, comme définition, un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Ça, vous devez connaître par cœur. Voilà, ça vous va? Voilà, donc si on vous demande qu'est-ce qu'un référentiel galiléen, tout simplement, un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. C'est bon? En deux, qu'est-ce que la portée? La portée est la distance qui sépare le point de tir au point de chute. Elle se détermine à l'aide de l'équation cartésienne. Donc, c'est ça qu'on appelle la portée. Voilà. Donc, la portée, c'est la distance qui sépare le point de tir au point de chute. Supposons, je suis là. Je vais lancer la craie. Donc, je vais lancer la craie. Je lance la craie. C'est bon? Donc, où j'ai lancé, c'est quoi? C'est le point de tir. Où c'est tombé, c'est le point de chute. Donc, la portée, c'est la distance qui sépare où j'ai lancé et puis où la craie est tombée. C'est ça qu'on appelle la portée. C'est bon? Raison pour laquelle on a dit, elle se détermine à l'aide de l'équation cartésienne. C'est bon? OK. La troisième définition, on parle de la flèche ou la hauteur maximale. La flèche ou la hauteur maximale. Donc, ici, la flèche est la hauteur maximale que peut atteindre le projectile avant de repousser chemin. Voilà, c'est-à-dire c'est la hauteur maximale. Lorsque j'ai lancé la craie tout à l'heure, il y a une hauteur maximale que la craie avait atteinte avant de redescendre. Donc, c'est ça qu'on appelle la flèche. Voilà, donc c'est la hauteur maximale atteinte par le projectile avant de repousser chemin. Donc, ça, vous devez connaître par cœur. Après cette définition, qu'est-ce qu'on va faire? En grand 2, nous allons parler de l'énoncé des deux théorèmes. Donc, en petit 1, le théorème du centre d'inertie, s'il vous plaît, vous devez impérativement connaître ces théorèmes par cœur. C'est bon? Donc, petit 1, le théorème du centre d'inertie. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse de ce solide par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Ça, vous devez connaître par cœur. Voilà, vous devez connaître par cœur. C'est bon? En deuxième position, on va énoncer maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en translation en deux instants T1 et T2 est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide entre ces deux instants. Voilà, donc vous devez connaître ça aussi par cœur. En 3, petit 3, protocole de résolution d'un problème de mécanique. Vous savez, quelles sont les étapes lorsqu'on me donne un exercice de mécanique? Quelles sont les étapes? Pour résoudre un problème de mécanique, il faut, voici les étapes, il faut définir le système. C'est-à-dire, en première position, on doit définir le système. En deuxième position, définir le référentiel. C'est bon, on doit définir le référentiel. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va dire? C'est toujours terrestre. On peut utiliser terrestre ou laboratoire. Donc, terrestre ou laboratoire supposé galiléen. Lui ne change pas. Raison pour laquelle lui, je l'ai mis. C'est bon? Après ça, on doit faire le bilan des forces extérieures. Après le bilan des forces extérieures, nous allons passer à la représentation des forces. C'est bon? Quand tu as fini de faire le bilan des forces et que tu as mis là-bas, tu vas faire la représentation. C'est un schéma clair et net. C'est bon? OK. Après ça, en quatrième position, en cinquième position, nous allons appliquer le théorème correspondant à la question. Voilà, c'est le théorème de l'énergie cinétique qu'on va mettre. Si c'est le théorème du centre d'inertie aussi, on va mettre. C'est bon? Donc, MB. Pour calculer la valeur de l'accélération, lorsqu'on doit calculer l'accélération, quel est le théorème qu'on doit utiliser? Ici, on a mentionné deux théorèmes, n'est-ce pas? Le théorème du centre d'inertie et le théorème de l'énergie cinétique. À quel moment il faut appliquer le théorème du centre d'inertie et à quel moment il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique? On applique le théorème du centre d'inertie si et seulement si vous calculez quoi? L'accélération.
Donc, lorsqu'il fait un exercice, c'est fastoche. C'est bon? Lorsqu'il fait un exercice, il calcule l'accélération, il utilise le théorème du centre d'inertie. C'est bon? Donc, c'est ce que j'ai mis ici. On applique le théorème du centre d'inertie. Voilà, pour calculer la valeur de l'accélération, on applique le théorème du centre d'inertie ou de la condition cinématique. On peut utiliser aussi la condition cinématique. C'est bon? Mais à quel moment on utilise la condition cinématique? On applique la condition cinématique si et seulement si on connaît la distance où s'effectue le mouvement, on connaît la vitesse au point de départ et aussi on connaît la vitesse au point d'arrivée. Là, on peut utiliser quoi la condition cinématique. Voilà, c'est tout. Mais lorsqu'on ne connaît pas la vitesse au point d'arrivée, la vitesse au point de départ, on ne connaît pas la distance où s'effectue quoi le mouvement, qu'est-ce qu'on fait? On applique le théorème du centre d'inertie. C'est bon? En deuxième position, pour calculer la vitesse, comme son nom l'indique, pour calculer la vitesse, vous devez savoir. On doit forcément calculer quoi? On doit forcément utiliser quoi? L'énergie, le théorème de l'énergie cinétique. On peut aussi appliquer quoi? La condition cinématique. Voilà. Mais pour calculer la vitesse, on applique la condition cinématique, c'est seulement si on connaît quoi? La valeur de l'accélération. C'est bon? Voilà. Donc, ce sont les préliminaires à connaître d'abord, avant de faire un exercice. Voilà. J'ai fait un bref résumé, parce que les deux vont ensemble. C'est bon? Voilà. Donc, ça, vous devez connaître ça par cœur. Voilà. Donc, récapitulation. Voilà, les définitions. Quelles sont les définitions à connaître? Nous avons 3 définitions à connaître par cœur. C'est bon? Qu'est-ce qu'un référentiel Galiléen? Un référentiel Galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Qu'est-ce que la portée? La portée est la distance qui sépare le point de tir au point de chute. Elle se détermine à l'aide de l'équation cartésienne. C'est l'équation cartésienne qui nous permet de calculer la portée, quel que soit l'exercice. C'est bon? Ok. Qu'est-ce que la flèche ou la hauteur maximale? La flèche est la hauteur maximale que peut atteindre le projectile avant de repousser chemin. Voilà. Quand il s'arrête en haut pour redescendre. C'est bon. Après ça, vous devez être capable d'énoncer quoi les deux théorèmes. En première position, le théorème du centre d'inertie. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse de ce solide par le vecteur accélération de son centre d'inertie. En deuxième position, le théorème d'énergie cinétique. Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un solide en translation 2 instants T1 et T2 est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide entre ces deux instants. Les protocoles, on doit connaître quoi? Le protocole de résolution d'un exercice de mécanique. Voilà, pour résoudre un exercice de mécanique, il faut d'abord définir le système, après ça définir le référentiel, après ça faire le bilan des forces extérieures, représenter sur un schéma clair et net, appliquer le théorème correspondant à la question. C'est bon? C'est-à-dire, si on calcule l'accélération, qu'est-ce qu'on fait? On applique quoi? On applique le théorème du centre d'inertie ou bien la condition cinématique. On applique la condition cinématique si et seulement si on connaît la vitesse au point d'arrivée, on connaît la vitesse au point de départ, on connaît la distance sur laquelle s'effectue le mouvement. C'est bon? Pour calculer la vitesse, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer la vitesse aussi, on applique le théorème de l'énergie cinétique. Mais on peut utiliser la condition cinématique si on connaît l'accélération auparavant. C'est bon? Donc, voilà, voici le grand 1 et le grand 2. Voilà, donc on achève le grand 1 et le grand 2. C'est bon? Nous allons passer au grand 3. Ok. Donc, ici, nous allons passer à la troisième partie. C'est bon? Nous allons passer à la troisième partie. La troisième partie sont les différents schémas sur le mouvement du centre d'inertie. C'est bon? Voilà, les différents schémas. Donc, on doit connaître quoi les différents schémas. Donc, le premier schéma, voici le premier schéma. On a une droite horizontale. Le premier schéma, une droite horizontale. Le deuxième schéma, une droite inclinée. C'est ça qu'on appelle droite inclinée. C'est bon? Voilà, ça c'est un plan incliné. Voilà, ça on appelle plan incliné. Le troisième aussi, plan incliné. Le quatrième, c'est dans un cercle. C'est bon? Le cinquième, c'est dans un cercle aussi. Et le sixième, c'est dans un cercle. Voilà. Donc, on doit connaître quoi les différents types de schémas. C'est bon? Maintenant, dans notre exercice, ça sera le même système partout. Voilà, ça sera le même système partout. C'est bon? Voilà, ça sera le même système, même référentiel, bilan des forces. Ce sont les mêmes forces. On se comprend? Voilà, ce sont les mêmes forces. Voilà. C'est pas comme s'il n'est pas supposé que les forces de frottement sont négligeables. Voilà. Ici, les forces de frottement existent. Lorsque les forces de frottement existent, quand on veut citer la réaction R, qu'est-ce qu'on dit? La réaction normale. Voilà. Quand il y a force de frottement, pas de réaction normale. C'est bon? Voilà. Quand il n'y a pas de force de frottement, c'est la réaction tout court. Ça vous va? Voilà. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, ici, d'abord, qu'est-ce qu'on a vu? On dit pour faire quoi? Protocole de résolution d'un exercice de mécanique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire l'étude dynamique. Voilà, donc on va faire l'étude dynamique pour chaque schéma. Dans l'étude dynamique, ça sera le même solide. Donc ici, système. Donc d'abord, on va définir le système. Donc système. 2 points. Le
Le solide. Dans le système, le solide. C'est bon? Référentiel. 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 Terrestre. Supposé. Galiléen. C'est bon? Donc, terrestre sont supposés galiléens. Une autre personne pourrait mettre quoi? Laboratoire. Laboratoire supposé galiléen. Dans laboratoire supposé galiléen. C'est bon? Voilà. Donc, on peut mettre terrestre supposé galiléen ou bien laboratoire supposé galiléen. Ensuite, là, on a dit qu'on doit faire un bilan des forces. Voilà, bilan des forces. Ok. Dans le bilan des forces, nous avons le poids P. Le poids P du solide. Comme il y a existence de force de frottement, on va dire que la réaction normale. Donc ici, en deuxième position là, la réaction normale, RN. C'est bon? RN. On suppose le schéma qui est là, le schéma A. Le premier schéma, ça sera quoi? Ça sera la piste. Donc la réaction normale, si c'est la piste, vous devez mettre le 1. Le 1 et puis quoi? Le 1. Donc c'est le 1 seulement, ça sera la piste. Donc le 1, ça sera là. Dans la réaction R de la piste. De la piste à B. Voilà, donc c'est le schéma. Lorsque le plan est horizontal, qu'on parle de piste. Voilà, donc ça sera la réaction normale de la piste. Ça va dépendre de l'exercice. Si on parle de piste, c'est la piste. C'est bon? Maintenant, si on parle de quoi? On peut parler du parcours. Voilà, si on parle du parcours, donc ça sera du parcours A à B. Quand on parle de piste, c'est de la piste. Quand on parle de parcours, c'est de quoi? C'est du parcours. C'est bon? Vous devez mettre ici aussi. On va mettre encore slash du parcours. Voilà, ça va dépendre de ce qu'ils vont utiliser. Du parcours. Du parcours A à B. On prend le deuxième schéma. Le deuxième schéma et puis le troisième schéma sont des plans inclinés. Donc, s'il s'agit de ça, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, 2 et puis 3. Voilà, ça sera comme c'est plein incliné, ça c'est la réaction normale RN du plan incliné. Donc, du plan incliné. C'est bon? Voilà, si ce sont les deux schémas, on parle de la réaction normale du plan incliné. C'est bon? Ok. Maintenant, lorsqu'il s'agit des secs, voilà, voilà, donc ça soit le schéma 4, 5 et 6. 4, 5, 6. Dans le schéma 4, 5 et puis 6. Là, on va parler de quoi? La réaction R du support. Lui, on ne se fatigue pas. Dans la réaction R du support. C'est bon? Dans la réaction R du support. Voilà. Donc, voici ce que vous devez connaître par cœur. C'est bon? Voilà. Nous avons le poids P du solide. La réaction normale RN. Ça va dépendre. Lorsque le plan est horizontal, si on parle de piste, ou même si on parle de parcours, c'est ce qu'on doit mettre. C'est bon? Lorsqu'on a inclinaison, on dit la réaction quoi? Du plan incliné. C'est bon? Lorsque nous sommes dans un cercle, là, on ne se fatigue pas. C'est la réaction du support. Ça vous va? Ok. La dernière force. La force de frottement. Donc, la force de frottement. Nous avons la force de frottement. Entre parenthèses, la force de frottement F. Voilà, nous avons la force de frottement F. Parfois, il arrive, on dit la force de frottement est assimilable à une force constante. Ou bien à une force motrice. Voilà. Donc, si on dit c'est assimilable, au lieu de mettre la force de frottement, on ne va pas mettre ça, on met ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Si on dit c'est assimilable à une force constante, on met quoi? On met la force constante. Voilà, on met la force constante F. C'est bon? Voilà. C'est si on dit c'est assimilable. C'est bon? Maintenant, si on dit à une force motrice, on met quoi? La force motrice F. C'est bon? La force motrice F. Le but de savoir plus, c'est pour vous casser tout ce qui est code.
C'est bon? Tout ce qui est code, c'est notre but qui est là. Voilà. Tout ce qui est code, stratégie, pour gagner en efficacité. Voilà. Parce que lors des examens, qu'est-ce qu'on constate? Les épreuves de physique se déroulent en 3 heures. Voilà. Les épreuves de physique se déroulent en 3 heures. En physique, on ne va pas pour réfléchir. On va pour se mettre à jour. Mais avec Savoir Plus, vous aurez cette capacité. Suivez-nous. Regardez notre vidéo, ne manquez aucune autre vidéo où vous allez acquérir des compétences. Voilà, des compétences. C'est bon? Donc, si on continue. Voilà. Pour ceux qui auront des préoccupations, vous pouvez nous écrire en commentaire. Nous sommes là pour vous. OK. Donc, ici, après avoir fini de faire bilan des forces, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons passer à la représentation des forces. C'est bon? Je vais mettre le schéma 1, le schéma 2, le schéma 3 ensemble. C'est bon? Nous allons faire les 3 schémas là. OK. Donc, ici, pour la représentation, après bilan des forces, on passe à la représentation. Donc, ici, je mets représentation. Représentation. Donc, ici, représentation. On souligne. Voilà, tout doit être propre. Lorsque ta feuille est propre, ça donne envie au correcteur de corriger ta feuille. C'est bon? OK. Donc, ici, le premier, je mets 1. Je vais faire le schéma. Voilà. Dans le premier, nous allons faire le schéma. Ici. Alors, on va faire le schéma. Donc, il fait le schéma comme ça. Ici, le point A. Ici, nous avons quoi? Nous avons B. OK. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Ils ont dessiné le solide, n'est-ce pas? Le solide à quelle forme? La forme d'un carré. Voilà, pour représenter un carré, c'est fastoche, n'est-ce pas? Donc, comme c'est un carré, on peut le faire. Mais imaginons, si notre solide ici était une moto, qui pouvait dessiner la moto? Personne ne pouvait dessiner la moto, on se comprend? Raison pour laquelle, dans un exercice de mécanique, on ne dessine pas le solide comme il est. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un point. C'est bon? Donc, nous allons représenter quoi? Le solide va représenter un point. Voilà, donc il se met un gros point. Un gros point, c'est bon? Je mets un gros point. OK. Donc, ensuite, nous allons passer à la représentation. Le poids, lorsque le plan est horizontal, le poids et puis la réaction R, les deux sont quoi? Les deux sont perpendiculaires au déplacement. Donc, je prends ma traceuse et j'allonge le trait. Donc, comme ça. Voilà. Donc, les deux sont au même niveau. OK. Donc, ici, j'ai Rn, la réaction normale. La réaction normale. Et puis, j'ai le poids P. N'est-ce pas? La force de frottement, comment elle se comporte? La force de frottement s'oppose toujours au déplacement. S'oppose toujours au déplacement, c'est bon? La force de frottement. On quitte en A pour aller en B. Donc, lui vient derrière. Voici comment se comporte la force de frottement. Donc, ici, vecteur F. C'est bon? Voilà. Donc, voici le premier schéma. On va sur le deuxième schéma. Là, ici, schéma 2. C'est bon? Donc, schéma 2, comme ça. Alors, schéma 2. OK. Dans le schéma 2, on représente le schéma 2. Nous avons A, B, l'angle alpha, la hauteur H. Voici H, nous avons H. N'est-ce pas? Là aussi, même chose. On va dessiner le schéma avec quoi? Un gros point. Donc, ici, il fait un gros point. Mais lui, s'il vous plaît, arrêtez de tracer à la je m'en fous. Voilà. Et certaines personnes tracent à main levée. Voilà. Ils ne respectent pas les conditions. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on sait? La réaction normale doit être quoi? Doit être perpendiculaire au déplacement. N'est-ce pas? Le poids aussi doit être perpendiculaire à cette ligne. Voilà. À la droite, il y a quoi? Au trait qui est horizontal là. Ça doit être perpendiculaire. Tout ça là. On tient compte de ça. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de quoi? Il y a besoin de l'équerre et puis de ma traceuse. C'est bon? Je prends ma traceuse. Je mets sur la droite. C'est bon? Je mets sur la droite horizontale. Je prends mon équerre. Puis je glisse. C'est bon? Arrivé au niveau où j'ai mis mon point, je trace. OK. Donc, voici le poids. Voilà. Donc, je descends et puis j'allonge. OK. Je lance un peu plus long. Donc, voici comment on représente Voici comment on représente le poids. Ça vous va? Voilà, voici comment on représente le poids. Donc, vous devez savoir ça. Arrêtez de faire ça à main levée. C'est bon? OK. Donc, ici, pour représenter aussi la réaction normale, elle doit être perpendiculaire à AB. N'est-ce pas?
Et même ma traceuse sur la trajectoire et aussi je glisse. Voilà, comme ça. Et je glisse. Voilà, on glisse, on glisse. Voilà, donc il va avoir qu'à votre ensemble géométrique. Voilà, ok. Donc comme ça, la réaction R, Rn, la réaction normale. C'est bon? La force de frottement s'oppose au déplacement. On quitte en A pour aller en B. Donc il va où on quitte. Ok. Donc ici, nous avons F, la force de frottement. Le troisième schéma. Là, ici, le troisième schéma. Donc, on va faire ce schéma qui est là. Le troisième schéma. Aussi, le troisième schéma. Ok. Ok. H. J'ai A. J'ai B. Voici alpha. C'est bon? Donc, même chose. On fait un gros point. Un gros point. On dit le poids doit être quoi? Le poids doit être perpendiculaire au plan horizontal qui est là. N'est-ce pas? Voilà. Donc, comme ça. Et aussi, je glisse. Comme ça. Voilà. Et puis, je glisse dans là. Arriver là. Et je trace. Voici le poids. Ah bon? Ici, prends ma traceuse. Le poids P. C'est bon? Ok. La réaction aussi doit être quoi? Perpendiculaire. Voilà. Là, la réaction est perpendiculaire. Comme ça. Comme ça. Et je glisse. C'est bon? Voilà. Ok. Dans la réaction Rn, la réaction normale. C'est bon? Ok. La force de frottement s'oppose. On quitte en A pour aller en B. Donc, s'oppose. Voilà. Donc, il va toujours où on quitte. Donc, voici F. Là, voici F. Voilà. Donc, il a fait l'étude dynamique de chaque schéma. Le premier schéma, le deuxième schéma et puis le troisième schéma. C'est bon? Voilà. Donc, nous allons passer à quel schéma? Nous allons passer aux schémas qui sont quoi? Qui représentent des portions du sec. Voilà. Lorsqu'on passe au schéma qui représente quoi? Les portions du sec, qu'est-ce qu'on doit faire? Les forces de frottement n'existent pas là-bas. C'est bon? Les forces de frottement n'existent pas là-bas. Là-bas, on a l'existence de deux forces. Voilà. Lorsque nous avons un sec, on a uniquement que deux forces. On a le poids et puis la réaction. C'est bon? On a le poids et puis la réaction. Voilà. C'est un système référentiel, ça ne change pas. Donc, c'est au niveau des bilans des forces. Lorsqu'il fait un exercice de mécanique, j'ai fini de faire l'étude dynamique. On me pose une autre question, il va qu'il y a une force qui a disparu ou bien il y a apparition d'une nouvelle force. Qu'est-ce qu'il fait? Je réponds le bilan des forces. Mais si ce sont les mêmes forces, je peux continuer. Voilà. Donc, une fois qu'il y a suppression ou bien apparition d'une nouvelle force, je réponds le bilan des forces impérativement. C'est bon? Ok. Maintenant, ici, les portions de 5 nous avons seulement que deux forces. N'est-ce pas? Donc, avant de passer à la représentation, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit c'est le même système, même référentiel. Donc, c'est au niveau des bilans des forces que je dois reprendre. Donc, ici, je vais mettre ici au niveau des schémas pour préciser. Voilà, je vais préciser schéma 4, 5 et puis 6. N'est-ce pas? 4, 5, 6. Donc, schéma. Là, ici, schéma. 4, 5 et 6. Et 6. C'est bon? Ok, donc ici, je vais répondre quoi? Bilan des forces. Donc ici, bilan des forces. C'est bon? Bilan des forces. Ok. Nous avons le poids P du solide. Le poids P du solide. On a ici là. Il n'y a pas de force de frottement. Donc, on va dire qu'on peut utiliser le terme comme normal. Donc, ça sera comme la réaction tout court. Voilà. Donc, ici, la réaction R du support. Donc, la réaction R du support. C'est bon? Donc, ici, la réaction R du support. Après ça, nous allons passer à la représentation. Donc, ici,
Représentation. Voilà. Représentation. Nous allons passer à la représentation. OK. Dans représentation, le schéma 5. Donc, commencer sur le 4, donc schéma 4. Représentation du schéma 4. OK. Dans le schéma 4. Schéma 4. Schéma 5. Le schéma 5. Schéma 5. Et puis B. Schéma 6. OK. Donc ici, nous allons passer à la représentation. Allons passer à la représentation. Allons passer à la représentation. OK. Donc là, les deux schémas, le 4 et le 5, on va les représenter ensemble. C'est bon? Donc ici, même chose. Le poids. Voilà. Le poids est perpendiculaire. Donc comme ça. Voilà. Le poids. Le poids est perpendiculaire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si je veux. Voilà. Où il y a le point B, par ma traceuse. Je fais un trait, n'est-ce pas? Voilà, un trait imaginaire, comme ça. Voilà, un trait imaginaire. Et ça doit être perpendiculaire, comme ça. Et je glisse. Voilà, le poids P. C'est bon? Voilà. Ça doit être perpendiculaire. Donc ici, le poids P. Voilà, le poids P. Ici, dans un cercle, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque le chemin est comme ça et comme ça, les deux, R se comporte quoi? R est centripète. Voilà, la réaction est centripète. Dans centripète, on entend qu'on entend le centre. Voilà, donc c'est orienté vers le centre. Donc R est centripète. Donc voici R ici. Voilà. R est centripète. Ici, là, la normale. Ici aussi, pareil. Voilà. Le poids va descendre, donc P. Perpendiculaire. Voilà. Le poids. P. Et puis R aussi est centripète. Voilà, R aussi est centripète. Donc R est centripète. Qu'est-ce qu'on constate? Il va représenter un cercle. Voilà, il va représenter un cercle. Voici un cercle, n'est-ce pas? Il va couper le cercle en 4 entités. Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate? Le schéma 4, voici la place du schéma 4. Le schéma 5, voici la place du schéma 5. Et voici la place du schéma 6. N'est-ce pas? Enlève cette partie. Voilà. Donc, voici les 3 schémas qui sont là. C'est bon? Le schéma 4 et puis le schéma 5. Donc, lorsque j'ai ça, dans l'autre partie que j'ai enlevée, je vais mettre ça en blanc. C'est bon? Voilà. Lui, on n'a pas besoin de lui, on va l'assurer. C'est bon? Lorsque il y a le schéma 4 ou le schéma 5, R est centripète. Voilà. R est centripète. Mais lorsque j'ai le schéma 6, R ne sera pas centripète sur le schéma 6. Voilà. R est dirigé vers le haut. Donc, comme ça. Voilà, voici R.
C'est bon? Voilà, donc vous devez connaître ça. Pour celui qui a des difficultés, il fait son cercle, il coupe en 4 morceaux, c'est bon? Voilà. Le 4 et puis le 5, quand les deux sont centripètes, le 6, sur le R monte. Voilà, parce que R monte. C'est du bas vers le haut. Voilà. Donc ici, le poids. Ok, ça doit être perpendiculaire. Donc comme ça, perpendiculaire. Voilà. Le poids P. C'est bon? Voilà. Donc nous avons fait l'étude dynamique de chaque schéma. C'est bon? Nous allons faire l'étude dynamique de chaque schéma. Voilà. Vous devez connaître ces schémas-là. Voilà. Ce sont les 6 schémas qui vont vous donner lors des exercices. C'est bon? Voilà. Maintenant, souvent, si on peut dire qu'il n'y a pas de force d'effrontement, les forces d'effrontement sont négligeables. Donc, partout où j'ai mis quoi? J'ai mis effort, on ne représente pas. Voilà. Sur ce schéma, on allait représenter les deux. N'est-ce pas? Sur ce schéma aussi, sur ce schéma, voilà. C'est comme si ici, dans le cercle, il y a seulement que 2 forces. Voilà. Donc, c'est tout.